Pierre-Éric Pommelet, bonsoir. Bonsoir Aude. On peut dire bonsoir maintenant là, non? Oui. Ouais. Vous dirigez Naval Group depuis mars 2020, juste au début du premier confinement en fait. Oui, j'ai réalisé ça en préparant. Et depuis janvier 2023, vous êtes le président du Conseil des industries de défense françaises, qu'on appelle le CIDEF. Alors, comme vous avez plein de casquettes, on va commencer par celle-là. Le 26 mars dernier, il y a eu un coup de semonce du gouvernement pour dire bon maintenant il faut continuer à accélérer ce que le président de la République a demandé il y a 2 ans sur l'économie de guerre, avec peut-être la menace de priorisation, voire de réquisition. Concrètement, comment ça s'est traduit? Comment ça se traduit pour les entreprises membres du CIDEF? C'est vrai que c'était il y a 2 ans déjà, exactement ici à Eurosatory. Et ce qu'on peut dire, c'est que 2 ans après, je pense que le message qui a été livré est toujours d'actualité et même encore renforcé. Alors peut-être un mot du CIDEF. Le CIDEF, c'est le Conseil des industries de défense en France. C'est à peu près 2000 entreprises et donc qui sont dans les groupements le GIFAS, l'aéronautique, le J4, l'armement terrestre, qui organise le salon Eurosatory, et le GICAN, qui est l'industrie navale. À peu près 32 milliards de chiffre d'affaires, dont 18, donc une majorité à l'exportation. 2000 entreprises, plus de 100 000 emplois en France. Voilà, c'est une industrie qui est très significative, qui exporte et évidemment qui est essentielle quand on pense à la sécurité et à la sécurité de nos concitoyens. Alors je crois que votre question portait sur l'économie de guerre, donc qui a été annoncée ici et dans lequel il nous a été demandé de nous engager. Alors si on peut la résumer en un mot, c'est produire plus vite, moins cher. Ça c'est évidemment pour être capable de satisfaire aux besoins de notre pays, aux besoins des pays clients dans cet environnement international extrêmement difficile. Mais en fait, ça va plus loin. Alors, même si ce message-là a été appliqué, je pense que j'ai vu Nicolas Chamussy intervenir juste avant moi. Il a parlé des augmentations de cadence dans le domaine des obus ou des canons César. Vous savez que les cadences ont augmenté dans les missiles de MBDA, ont augmenté dans les radars de Thales, ont augmenté aussi dans l'industrie navale. Voilà, on s'est organisé pour. Mais assez vite, l'industrie ou l'économie de guerre consiste à regarder ce que font les groupes, mais aussi leurs sous-traitants et l'ensemble des partenaires qui travaillent avec eux. Donc il y a tout un chapitre de cette économie de guerre qui consiste à regarder, on va dire, les points durs de notre supply chain, de savoir s'il faut réindustrialiser, s'il faut ramener, réinternaliser. Et il y a eu un certain nombre d'exemples. Il y a un 3e chapitre qui est celui de la réglementation, des normes, comment faire plus simple dans une industrie où il faut aller plus vite. Et puis un chapitre sur les ressources humaines, comment est-ce qu'aussi être capable d'attirer dans l'industrie de défense et dans cette économie de guerre des jeunes, parce qu'on en aura besoin, on en a besoin et on en aura besoin demain. Voilà, donc c'est un programme qui se traduit par un certain nombre de chapitres. Et alors, il y a notamment, je vais rentrer un tout petit peu dans le détail, mais il y a eu l'identification notamment des endroits où il y avait des goulets d'étranglement. Est-ce que vous auriez un exemple en tête, là, éventuellement ou... Oui, alors des exemples... évidemment, il y a eu au départ, alors l'économie de guerre a été annoncée juste après la guerre, le démarrage de la guerre, en fait, la guerre en Ukraine. Et assez vite, on a eu un problème d'approvisionnement de matières premières, d'un certain nombre de matières premières. Et donc, nécessité de redevenir indépendant, ou aussi souverain que possible, dans un certain nombre de matières premières ou d'équipements. Alors évidemment, on a beaucoup parlé de certaines entreprises, Aubert et Duval et sa capacité à forger. Peut-être juste donner un exemple de ces sujets matières premières et réindustrialisation. Les produits d'apport de soudure, voilà, c'est un exemple concret. Pour fabriquer des sous-marins, on a besoin d'acier, donc l'acier est fabriqué par Industil. Mais on a besoin de produits qu'on appelle apport de soudure, c'est-à-dire le matériau qu'on va mettre entre 2 tôles d'acier. C'était une entreprise qui n'était pas en France, à capitaux américains, qui nous les fabriquait. On est en train de qualifier une filière française. Une entreprise s'appelle Select Arc, une très belle entreprise française, pour réinternaliser. Voilà un exemple, mais bien évidemment, il y en a beaucoup d'autres. En parlant de la supply chain... il y a vraiment une sorte de réticence de la part de certains établissements bancaires pour financer des entreprises. Elles ont l'air d'être très très au taquet sur ce qu'on appelle ESG, tous les critères environnementaux, de gouvernance, sociétaux. Comment on peut faire pour débloquer ce problème-là? Est-ce qu'il est si crucial que ça, effectivement? Alors oui, bien évidemment, il est absolument crucial. Alors il faut quand même reconnaître que depuis 2 ans et demi, ça a un peu changé quand même.
Voilà, parce que nécessité fait loi. Et la nécessité absolue de se protéger par rapport à des dangers qui deviennent assez immédiats hein, et à nos frontières, la nécessité de renforcer l'industrie de défense, on le voit ici au salon Eurosatori, amène quand même les établissements bancaires à être, je veux dire, un peu plus proches de l'industrie de défense. Alors, cela étant, si les entreprises françaises arrivent en général à être financées par leurs banques, la difficulté reste les investisseurs. Et les investisseurs qui vont eux-mêmes financer les banques ou qui vont financer des entreprises en fonds propres, pour lesquelles il est assez facile aujourd'hui d'exclure l'industrie de défense, parce que finalement, dans les critères ESG, ça leur évite un problème. Donc il faut qu'on continue à faire la promotion, et à clamer, et comme on le fait au CIDEF, que si on veut un développement durable, il faut qu'il soit durable. S'il faut qu'il soit durable, il faut qu'on puisse se protéger. Et donc l'industrie de défense fait partie à ce titre de l'industrie durable, d'autant plus qu'elle est exemplaire en termes aussi de critères de réduction carbone, etc. Mais c'est vrai que, bon, il y a quelques exemples. La Banque européenne d'investissement, par exemple aujourd'hui, ne peut toujours pas investir dans la défense. Voilà, elle doit investir dans des technologies duales, mais pas dans la défense. Les critères d'exclusion introduisent ce qu'on appelle des armes controversées. Il n'y a pas d'armes controversées. Les armes, elles sont autorisées ou interdites. Vous savez qu'on n'a pas le droit de vendre des armes, Aude, sauf exception, les armes autorisées. Sinon, elles sont interdites. Armes controversées, qui est souvent utilisée par les institutions financières, ça n'existe pas. Donc il y a encore pas mal d'actions à mener pour que, en Europe, parce que je peux vous dire que ça concerne d'abord les entreprises européennes. On n'a pas le même phénomène ni aux États-Unis, ni en Chine, évidemment, dans d'autres secteurs ou dans d'autres zones du monde. Voilà. Donc, il y a eu des progrès, de toute évidence, mais il faut continuer quand même à se battre. Je me demandais, la simplification qui avait été annoncée par le DGA, elle est effective ou pas du tout? Alors, si, bien sûr. Alors, la simplification, vous savez, parfois, il n'y a rien de plus compliqué que de simplifier. Simplifier, c'est une transformation énorme. C'est d'abord un état d'esprit. Se dire que quand on considère que la norme est absurde, on doit le dire. Alors il y a quelques exemples, je suis sûr que c'est la question que vous allez me poser, quelques exemples. Le domaine des drones par exemple, la certification des drones. Alors je suis dans le domaine naval en tant que GICAN, évidemment ici au Eurosatori on voit des drones terrestres, des drones aéronautiques, des drones navals. On peut pas, c'est pas possible d'appliquer aux drones les mêmes niveaux de certification que pour des avions ou pour des bateaux. Et la DGA est à l'écoute et travaille avec nous sur des normes de certification de drones qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus vite, et notamment pour ces effectifs. Mais au-delà de ça, la DGA nous a ouvert la porte. L'industrie a fait des centaines de propositions de simplification. On les travaille les unes après les autres. Et voilà, c'est un état d'esprit. Après, il ne faut pas se leurrer. Quand on simplifie un endroit, il faut s'assurer qu'on ne complexifie pas un autre. Simplifier, ça veut dire prendre des risques. Et eux et nous. Et donc, on a démarré. Il y a vraiment des exemples et des réussites. Mais je crois que c'est un travail qui va encore nous occuper pendant un certain temps. Je prends votre casquette de président du GICAN. À l'occasion des élections européennes, on a vu une action importante de l'industrie navale pour appeler à une véritable stratégie navale européenne. Concrètement, il serait temps? Alors, oui. Alors, vous parlez d'Europe, c'est vrai que j'ai beaucoup d'émotions parce que l'industrie navale européenne a perdu un grand monsieur qui est le président de Fincantieri. Je profite d'être avec vous pour partager mon émotion et transmettre toutes mes condoléances à cette entreprise et bien évidemment à la famille de monsieur Graziano. Voilà, mais aussi la démonstration que la coopération européenne, ce sont des entreprises qui s'apprécient, qui travaillent ensemble, qui lient des liens d'amitié. Et on l'a dans le domaine naval comme dans d'autres domaines. Il faut reconnaître que l'industrie navale européenne, ces 50 dernières années, a perdu énormément de capacités industrielles au profit du Japon, de la Corée et maintenant de la Chine. La quasi-totalité des grands navires de commerce ne sont plus fabriqués en Europe. L'industrie navale européenne militaire a gardé la capacité de fournir ces nations. Et alors parfois on dit qu'il y en a trop, mais on met que la France fournit la France, l'Italie fournit l'Italie, et l'Espagne fournit l'Espagne, évidemment, les Pays-Bas, etc. Donc il y a une industrie de défense européenne, l'industrie civile a beaucoup perdu. Et donc nous avons fait évidemment clamer que la nouvelle élection européenne soit l'occasion de se rappeler que 90% de la mondialisation et des échanges passent par les mers, que la quasi-totalité d'Internet circule dans les fonds de la mer, et que si on veut une souveraineté
industrielle, une souveraineté économique, ça passe aussi par la capacité de fabriquer des bateaux qui soient de défense ou qui soient civils. Et donc il y a une magnifique opportunité pour revenir. Alors il y a une opportunité qui est augmentée par la décarbonation de l'industrie navale, qui nécessite des innovations. Et c'est l'occasion aussi de revenir pour fabriquer des navires en France, mais pas qu'en France. En tout cas, oui. Voilà. Et c'est une industrie qui coopère. J'ai commencé par ce message de coopération entre Naval Group et Fincantieri. Voilà, l'Union européenne finance maintenant des projets européens. Alors évidemment, on va toujours trouver que ce n'est pas assez, on va toujours trouver, mais il n'empêche que on crée une génération de jeunes qui vont travailler ensemble, et je peux vous assurer que demain, ils nous amèneront à faire beaucoup plus ensemble. Alors maintenant, en tant que patron de Naval Group, est-ce qu'on va faire un petit zoom sur votre entreprise? Ça veut dire quoi l'économie de guerre appliquée à Naval Group en fait? Alors j'ai parlé tout à l'heure de la réinternalisation, j'ai parlé du fait de travailler avec nos sous-traitants. Alors fabriquer plus vite, moins cher. On amène nos chantiers navals à fabriquer plus. Aujourd'hui, le chantier naval de Lorient est capable de fabriquer 2 frégates ou corvettes par an. Voilà, il en faisait une il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on augmente, nous et nos partenaires. Et on va livrer un sous-marin nucléaire d'attaque Barracuda cette année. On en avait livré un l'année dernière. Un sous-marin nucléaire par an. Je peux vous assurer que c'est l'expression d'une entreprise qui s'est projetée pour fabriquer plus et plus vite, puisqu'on atteint quasiment une performance de l'industrie américaine, ce qui est pas mal pour l'industrie française. Alors après, voilà, ça c'est un exemple. Alors ça nécessite une organisation de nos chantiers pour le faire. Le digital nous aide. La digitalisation de bout en bout de la fabrication d'un navire et du soutien derrière nous permet d'aller plus vite. Évidemment, la compétence de nos collaborateurs, la formation qu'on leur donne et le fait de, en permanence, et ça c'est un ADN de Naval Group auquel nous sommes extrêmement attachés, s'assurer que les métiers d'aujourd'hui soient suffisamment gréés, que les compétences de demain soient préparées aujourd'hui. Là, on a beaucoup parlé du temps court avec cet environnement d'économie de guerre. Il ne faut jamais oublier qu'on est aussi dans le temps long, puisque nous préparons les générations de sous-marins nucléaires de demain, les générations de porte-avions nucléaires de demain. C'est des programmes de générationnels. Et le sujet de la compétence est extrêmement important. Je vous ai dit que dans l'économie de guerre, il y avait un chapitre ressources humaines. En tout cas, il nous concerne très directement. Dans l'économie de guerre, on n'en a pas encore parlé, mais j'en parle pour Naval Group. Il y a un chapitre d'innovation, de se préparer aussi avec des rythmes d'innovation. Le sujet des drones dans notre domaine est évidemment un sujet d'importance. Les drones sous-marins, majeure. bien sûr. Alors, tous les drones, mais en particulier les drones sous-marins, qui sont sans doute les plus complexes en termes de systèmes à réaliser. Alors pourquoi? Parce que sous l'eau, c'est très difficile de communiquer. Et c'est très difficile de communiquer loin. Et donc, si on veut qu'un drone sous-marin reste un système de défense, il faut qu'il reste sous contrôle de l'humain, il faut qu'il soit dans un combat collaboratif. Et un combat collaboratif avec un objet sous-marin, je peux vous assurer, Aude, nécessite énormément d'innovation et nous y sommes. Et quand est-ce qu'on pourra se dire que cet objet sous-marin, ce drone, va pouvoir être prêt à être commercialisé? Ça va prendre combien de temps à votre avis? Enfin, vous n'êtes pas Monsieur Irma, je sais, mais bon. Non, c'est pas Monsieur Irma. Donc ça a commencé, puisque la DGA nous a notifié cette année un contrat, alors pour un démonstrateur. Mais je peux vous assurer que la DGA, le ministère des Armées, nous demande d'aller vite, d'aller encore plus vite. Donc voilà, c'est pas une question de décennies, c'est pas une question de mois, c'est une question d'années. Voilà, dans les années qui viennent, on verra des drones sous-marins qui fonctionneront en collaboration avec des navires ou avec des sous-marins. Donc c'est peut-être pas pour la prochaine édition d'Eurosatori, mais peut-être celle d'après alors. Ouais, ou venez à Euronaval, Aude. Ah, mais oui, je bien suis sûr, sûr qu'Euronaval, au mois de novembre, vous montrera à quelle vitesse ça va aussi dans le naval. Ça va très vite sur les drones aéronautiques, portée de bateau, ça va très vite sur les drones de surface et ça commence à accélérer sur les drones sous-marins. Donc Euronaval. Merci beaucoup Pierre-Éric Pommelet. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aude Leroy.